Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette ouverture du colloque consacré au monde de 68, co-organisé par l'INHA, qui est donc le premier lieu d'accueil aujourd'hui, les Archives nationales, la BNF et le Centre Pompidou, avec 3 jours à venir de colloques très denses dont vous avez le programme en haut de la salle. Il nous a semblé extrêmement important à l'Institut national d'histoire de l'art que ce colloque puisse s'ouvrir par la parole des artistes. Le reste du colloque ne concerne pas explicitement et uniquement la question visuelle, même si elle va être très présente pendant l'ensemble des journées, même si elle est très présente par nature dans les différentes expositions que chacun des lieux qui se sont associés pour cette programmation présente ou vont présenter suivant le... Non, là je crois que toutes les expositions ont ouvert, oui. Il y en a une qui ouvre encore... Bon bref, la plupart des expositions ont quand même ouvert ou vont ouvrir dans les jours qui viennent, et donc il y a une dimension visuelle forte. Mais en général, quand il s'agit de visuel, comme vous le savez, c'est surtout les commentateurs qui s'expriment, les historiens de l'art, les historiens de la culture visuelle, et l'Institut national d'histoire de l'art est un institut qui croit fortement dans le fait que les premiers producteurs de l'histoire de l'art sont les artistes, d'où la nécessité qui nous est apparue de les inviter ce soir. Donc nous avons un ensemble à la fois remarquable et divers d'artistes, de 6 artistes que nous avons invités. Les débats seront modérés par mes amis Élodie Antoine et Philippe Artière, et puis par moi-même ensuite. L'idée, simplement très rapidement, que nous avons eue, c'était de faire des dialogues ou des trialogues, pour reprendre un terme qui avait été utilisé par Mondrian en 1919, autour de la question du rapport de l'art à la réalité sociale et à l'invention du monde nouveau. Donc on n'est pas forcément très loin, même si formellement on peut être relativement loin. Donc de trialogue plutôt, parce que j'y inclus les modérateurs à chaque fois, autour de thématiques qui vont, vous allez voir, certainement glisser assez rapidement, mais qui sont quand même relativement affirmées. Une première session avec Gérard Fromanger et Rulio Leparc, essentiellement sur les questions de production artistique individuelle et production collective, artistique ou pas, c'est un autre aspect qui sera certainement abordé. Concentration sur des moyens traditionnels de la peinture et élargissement avec d'autres moyens. Et puis une question, enfin toutes ces questions vont en fait revenir à chaque fois certainement au cours de chacune des sessions, mais avec aussi la question du rapport au public et du rapport à la rue, et donc qui se passe plus largement dans les différents termes que je viens d'évoquer. Une deuxième session avec Philippe Vermès et Neil Yalter autour, enfin avec comme question qui n'aura pas forcément été abordée de façon centrale dans le départ de la discussion, le rapport à la question de l'habitat, le rapport au quartier, au terrain. Philippe Artière va peut-être complètement partir ailleurs, parce qu'il me regarde en souriant, donc je ne sais pas du tout ce qu'il a prévu, donc peut-être que je dis absolument n'importe quoi. Et pour la troisième session, comme c'est moi le modérateur, je sais à peu près de quoi j'ai dit à mes invités que nous allions parler, même s'ils auront peut-être envie de parler d'autres choses. Donc troisième session avec Pierre Buraglio et Monique Friedman, autour de cette question de la continuité de la pratique artistique ou de l'arrêt en fonction des impératifs politiques, puisque l'un et l'autre partagent cette même histoire de s'être arrêté de travailler comme artiste à un certain moment pour s'engager politiquement, ou en se concentrant sur l'engagement politique, et puis d'y être revenu. Et par ailleurs, on
reparlera, mais on l'aura peut-être évoqué auparavant, de la question de la place des femmes dans toute cette histoire, à la fois comme objet et comme sujet de la production d'images. Voilà, dit à très grands traits, ce qui va nous occuper pendant les 3 heures qui viennent. Et je cède la parole tout de suite donc à Élodie Antoine, Gérard Fromanger et Roulieu Leparc, si vous voulez bien venir ici. Et simplement un petit mot sur Élodie Antoine pour la présenter. Élodie Antoine est historienne de l'art, indépendante. Elle réside à Nice, et où elle travaille aussi. Elle est comme un artiste, elle vit et travaille à Nice. Et elle a notamment collaboré comme co-commissaire et comme co-directrice du catalogue à une exposition qui avait eu lieu cet été autour d'une version élargie de l'école de Nice, autour d'expositions consacrées à support surface également. Et elle a beaucoup travaillé depuis, je ne sais pas combien de temps, 10 ans, depuis 10 ans, sur la question du rapport des artistes en France avec l'engagement politique dans les années 1960-1970. Donc c'est évidemment au cœur de notre sujet. Élodie. Un mot pendant que tout le monde s'installe. Juste un mot pour remercier en début de séance à la fois nos collègues des différentes institutions partenaires, et je salue la présence également de l'École des Beaux-Arts par l'intermédiaire de Pascal Le Torel, mais aussi du service des manifestations de l'INHA, les personnes qui vous ont accueillis, mais aussi celles qui sont en régie ici, et qui font que tout cet événement puisse être possible, qu'il est filmé, qui sera diffusé sur le site de l'INHA ensuite et disponible au public qui n'est pas présent. Alors, je vais commencer par vous présenter en lien avec la raison pour laquelle on m'a invité aujourd'hui, donc la question de l'art collectif. Donc, Roulieu Leparc, vous avez participé à la grande aventure du groupe de recherche d'art visuel, le GRAVE, de 1960 à 1968. Alors, je parle de grande aventure parce que vous avez contribué avec vos camarades à réinventer la relation entre l'œuvre plastique et le spectateur, plaçant le spectateur au centre de l'œuvre et faisant de lui un acteur dans le sens de celui qui agit. Vous avez également pris part à l'atelier populaire en mai et juin 68, initié le projet collectif d'exposition L'Amérique latine non officielle, on verra des images, à la Cité universitaire en 1970, contribué au travail collectif La salle de la mine au Salon de la jeune peinture et Vie et mort d'un mineur à la gare de la Bastille en 72. Vous avez participé à la constitution du FAP, le Front des artistes plasticiens en 1972, et vous avez fait partie du collectif des peintres antifascistes et de la brigade des peintres antifascistes. J'en oublie peut-être, mais vous modifierez s'il le faut. Gérard, vous avez été un membre actif du Salon de la jeune peinture, qui au cours des années qui nous intéressent aujourd'hui a été un lieu de combat, de dénonciation des pouvoirs de l'État, de la police, des inégalités et de l'injustice. C'est également un espace de réflexion et d'exposition qui fonctionnait de manière collégiale et qui a favorisé les expériences collectives dès la fin des années 60. Alors vous avez été un des premiers artistes du salon à prendre part à l'atelier populaire. Vous avez réalisé un ciné-tract en collaboration avec Jean-Luc Godard-Rouge en 1968, une nouvelle version avec Marin Kermirtz en 70. Vous avez créé avec Philippe Guattari le collectif international pour les nouveaux espaces de liberté, et vous avez participé au même titre que Roulieu à la salle de la mine et à Vie et mort d'un mineur. Vous avez contribué à la constitution du FAP également en 1972 et pris part au collectif des peintres antifascistes. Alors on a derrière nous une vue de l'exposition Images en lutte avec les images de mai-juin 68. Mais avant ça, je voudrais juste revenir sur une des premières déclarations du GRAVE
Donc, à l'occasion des deuxièmes portes ouvertes du Grave en 1961, un tract est distribué dont j'ai extrait quelques propositions que je vais vous lire. Les propositions sont les suivantes. Dépouiller la conception et la réalisation de l'œuvre de toute mystification et les réduire à une simple activité de l'homme. Rechercher de nouveaux moyens de contact avec le public, avec les œuvres produites. Éliminer la catégorie œuvres d'art et ses mythes. Créer des œuvres multipliables. Rechercher de nouvelles catégories de réalisation au-delà du tableau et de la sculpture. Alors, je voulais vous demander à chacun d'entre vous, est-ce que les affiches sont sont une réponse aux propositions du Grave de 1961 ? Enfin, en tout cas, est-ce que vous Rouliot, vous les conceviez comme une forme de prolongement du travail que vous aviez mené au sein du Grave au cours de la décennie des années 60 ? Oui, d'un côté, peut-être non d'un autre. Non, il faut parler peut-être un peu plus devant. Je suis désolée. C'est-à-dire que pour moi, à l'intérieur du groupe de recherche d'art visuel, on a fait ce travail d'analyse à la fin des années 50 et ensuite à l'intérieur du groupe aussi au début des années 60, de nous mettre en question nous-mêmes, comme jeunes artistes sortis de l'école des beaux-arts, etc. Pas pour illustrer les luttes, mettons, caractère social, etc., mais en essayant de changer les rapports à partir à l'intérieur de notre atelier avec ce qui pouvait faire nos mains, ce qui pouvait nous donner notre regard, des choses que nous faisions, essayant de transformer ces relations qui nous passaient, qui étaient dominantes et qui laissaient, n'importe quelles soient les différentes tendances, laisser le public, laisser les spectateurs dehors. Alors, pour ce qui concerne les affiches, pour moi, c'était plutôt une adéquation de ma capacité de dessiner ou d'imaginer des choses qui rapidement c'est rentré dans la demande. La demande de l'école des beaux-arts, c'était faire des images qui pouvaient accompagner des slogans ou des pétitions, soit des étudiants, des employés, des ouvriers qui occupaient les usines, etc. Alors pour moi, c'était un aspect différent, mais en même temps parallèle. Est-ce qu'il y a d'autres membres du Grave qui ont participé à l'atelier populaire des Beaux-Arts, à part vous? Oui, c'est surtout Sobrino et De Marco. De Marco, il était au début du Grave, après il est parti, mais c'était un Argentin aussi, avec lequel moi j'avais été expulsé plus tard. Lui et moi, ensemble, on était expulsés avec beaucoup d'autres. Et il y avait d'autres Argentins qui n'étaient pas du groupe de recherche, mais qui allaient tous les soirs travailler là-bas. Et vous, Gérard, est-ce que vous aviez en tête le travail du Grave? Ça marche, non? Non, je crois pas que ça marche. Si, ça marche. Ouais, Ça marche. oh, formidable. Est-ce que vous aviez en tête le travail connaissance, ou est-ce que vous étiez sensible aux expériences qui avaient été menées par le Grave avant de participer à l'atelier populaire? Parce que je dirais que là, quand on lit leurs propositions, les affiches, elles répondent de manière remarquable aux propositions qui avaient été faites dès 61 par ce groupe. Je les avais seulement vus autour du Flore, l'église Saint-Germain-des-Prés. Voilà. Ils étaient tout un groupe, alors on se demandait un peu qui c'était, moi je ne les connaissais pas personnellement, qui marchaient sur des objets très déséquilibrants, qui avaient des lunettes extravagantes, dans lesquelles on voyait la réalité autrement. Alors nous étions évidemment très intrigués. Ensuite, assez rapidement, on s'est rendu compte de l'importance de ce groupe de recherche. Ils étaient groupes de recherche
d'art visuel. Et c'est drôle parce qu'ils étaient dans la galerie juste à côté chez Denise René, juste à côté de, je ne sais plus comment il s'appelait, le grec, très célèbre à l'époque, qui exposait Martial Reyes, qui lui disait hygiène de la vision. Groupe de recherche, c'était hygiène de la vision. Mais c'est toujours l'idée de changer, de rafraîchir la vision. Et puis, très rapidement, nous avons été très respectueux et admiratifs de Julio Leparc et très sensibles à sa présence à Paris. Il était très important, très important. C'est-à-dire, c'est un homme... je réponds à la question quand même. C'est un ami très fidèle qui était à l'époque un artiste très reconnu. On dirait aujourd'hui une star de la scène internationale. Il avait eu le Grand Prix de la Biennale de Venise, tout ça. Et tout à coup, il se mettait à notre hauteur de pauvres mortels. Et d'une façon très naturelle, très sympathique, très chaleureuse. Et ça nous soutenait beaucoup, ça nous encourageait beaucoup, évidemment, qu'une telle figure, disons, reconnue par les autres, tout à coup, se rehausse, et non pas s'abaisse, se rehausse, à être avec les autres. C'était formidable, c'était un atout formidable pour nous. Et ses copains argentins, il y avait même un Chilien, il y avait des jeunes Chiliens qui recevaient chez lui, tout ça pour les faire vivre, il les faisait faire l'assistant, tout ça. Il faisait des assados le dimanche, c'était merveilleux. Alors on voyait tous ses amis d'Amérique latine, soit exilés, réfugiés ou simplement visiteurs. Même Astor Piazzolla, tout ça. Non, c'était un centre, il faisait centre, c'était une grande figure qui faisait centre. Et son intelligence d'une vision nouvelle, d'un rapport nouveau entre spectateur et œuvre, très précise, très voulue, très nommée, évidemment, nous a beaucoup tous influencés, c'est sûr, c'est sûr. Et est-ce que vous aviez eu des expériences d'art collectif avant votre intervention, enfin avant votre participation à l'atelier populaire, où ça a été la première expérience collective, de travail collectif? Vous êtes très, très, très demandés tous les deux. Non, ni moi non plus. Tu mets en mode avion, mais ça ne veut pas dire qu'on s'envole. Non, non. Non. Ça veut dire que ça ne dérange pas Monsieur de Chassé, c'est-à-dire le pilote, ni Monsieur Artière. Oui, alors la question, pardon. La question, c'est est-ce que vous aviez eu des expériences collectives avant je participais. Je n'étais pas membre du comité de la jeune peinture encore. Oui, pas encore, oui. Dont il y a un membre ici, Gisèle Arsprins, qui était une des, ainsi que Philippe Vermès, mais Gisèle Arsprins, qui était une des artistes du Salon de la jeune peinture, qui est là. Et nous avions l'habitude des jurys ensemble, soit des collectifs d'œuvres dont je ne faisais pas encore partie. La salle verte, la salle rouge pour le Vietnam, etc. Mais je n'en faisais pas encore partie. C'est très important, 2 années de différence quand on a 20 ans. Et je ne peux pas dire que c'était des vieux pour mon enfant, ils étaient plus. Et nous étions habitués, disons, à la discussion terrible, cruelle, implacable, bataille guerrière entre les trotskistes pablistes, les trotskistes lambertistes, les maoïstes officiels, les maos pas encore spontex, les anarchos, machin syndicalistes, et les communistes bontins, les communistes un peu embêtés, les communistes sociodémocrates, les communistes italiens pitchy, les communistes révisionnistes.
et quelques socialistes égarés, qui étaient vraiment l'extrême droite de la jeune peinture. Mais l'homme le plus à gauche étant celui qui nous fournissait et qui nous permettait de faire le magazine de la jeune peinture. C'était Édouard Adam qui nous fournissait tout le matériel. C'était lui le plus à gauche. Sa publicité en dernière page du bulletin, c'était Édouard, la maison Adam, toujours à gauche, en sortant du métro Edgar Quinet. Et donc, on avait l'habitude de la discussion à l'extrême gauche, disons, pour faire vite. Voilà. Ensuite, oui, les choses collectives, mais avant 68, comme expérience vécue, non, pas vraiment. Alors, on va pas vraiment s'attarder sur l'atelier populaire à propos duquel vous êtes tous les deux exprimés depuis de nombreuses années. Donc, j'aimerais qu'on aborde des choses qu'on connaît un peu moins. Je voudrais maintenant qu'on parle de la salle de la mine. Et elle a une spécificité, c'est-à-dire que si pendant les événements de mai et juin, vous êtes sollicité directement par les grévistes, et donc en cela les affiches, elles sont l'écho des revendications de leur lutte, je voulais savoir comment vous en êtes arrivés à vous retrouver, à travailler tous ensemble, parce que vous étiez une dizaine, sur ces 15 mineurs qui avaient trouvé la mort à l'occasion d'un coup de grisou à Fouquier-les-Lances en février 1970. Donc en 71, au Salon de la Jeune Peinture, il y a une salle qui est intitulée la salle de la mine. Donc il y a une douzaine d'artistes qui participent à cette expérience-là, à ce projet commun. Donc il y a 3 tableaux derrière, avec un tableau de Gérard Fromanger au centre, un tableau de Gilles Layot et un tableau de Bierras ou peut-être de Matelin, pardon, sur la gauche. Vous, tous les deux, vous participez à ce travail commun. Comment l'information vous est arrivée? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, vous décidez au sein du salon que vous allez intervenir sur ce sujet-là? Qui en a la mémoire la plus fraîche? Moi, en ce qui me concerne, c'est notre cher ami Mélis Jolivet. Je crois que c'est lui qui a eu l'idée ou qui a eu des informations, qui était là, allé au nord. Il a trouvé une veuve de mineur qui était morte à ce moment-là. Et chez elle, elle a montré un cahier où il avait des photos, comme ils font toutes les familles, des photos de famille, de son mariage, de son mari, d'elle, le cimetière où ils sont allés enterrer son mari, etc. Et c'est à partir de ça qu'il a eu l'idée de faire un cahier en sérigraphie et l'agrandir avec des tableaux individuels de chacun de nous pour des expositions, pour dénoncer ces situations là-bas dans le Nord. Et à Mélis Jolivet, on ne pouvait rien les nier. Parce que tant lui, plutôt lui que moi, on l'aimait beaucoup. Ouais. On ne l'aimait plus maintenant. Si, lui, j'ai toujours aimé. Ça ne s'est jamais arrêté. Non, on ne s'est jamais fâché avec lui. Et paix à son âme. Ouais, Méris. Et l'exposition, elle a aussi été présentée dans d'autres circonstances. Moi, je peux raconter, si c'est la question, oui, de comment l'information. Mais moi, j'étais très copain avec Serge July. Et Serge July, c'est pour l'information, non? Il faut dire. C'est un ami à toi. C'est un ami à toi qui. Serge July, il faisait partie de la gauche prolétarienne et il était responsable du Nord de la France à ce moment-là. Il est venu déjeuner chez toi. C'est un ami. Il est venu déjeuner chez toi. Ouais. Alors, bref, il était responsable, effectivement, des. Je vais faire rire, mais bon, tant pis. Qu'est-ce que c'est? Comment on les qualifie c'est des choses 50 sérieuses, ans après? Il était responsable des masses prolétariennes du Nord dans les mines. Mais en tout cas, il y avait un responsable mineur à la retraite qui s'occupait des voyages des uns et des autres. On avait passé par exemple 3 jours avec Jean-Paul Sartre. Serge l'avait fait venir sur place pour être le procureur, l'avocat général plutôt,
du contre-procès de Lens sur la catastrophe minière, dont évidemment le mot d'ordre principal était « il préfère le rendement à la sécurité ». Sartre a été fait pendant 3 jours, il avait habité chez 1 ou 2 familles de mineurs. Et puis, il y avait ce garçon ex-mineur, son nom va me revenir, qui s'est avéré plus tard être un flic. Oui. Et alors, évidemment, il informait la police tous les jours. Allô, bah, ils sont là, ils font ci, ils font ça. Oui, oui. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Et en tout cas, ça a été grâce à Serge et aux militants sur place, avec des hauts, des bas, des catastrophes, comme le procès de cette jeune fille qui avait été assassinée, soi-disant par le notaire. Oui, ça c'était Breu en Artois. Oui, enfin, tout ça, ça suit un peu la même histoire. Oui, Il y avait donc de terribles exagérations militantes du côté des maoïstes. Mais il y avait aussi une merveilleuse, très chaleureuse, sympathique liaison d'artistes avec des familles de mineurs, chose qui ne nous était jamais arrivée, qui, à moins d'être de la famille, vraiment, à moins d'être du pays, mais de Paris, les mines, c'était comme le Katchamka, c'était comme le bout du monde, la Lune. Tandis que là, grâce à eux, quand même, on a eu cette approche, en italien, on dit, cette avvicinanza, cette promiscuité chaleureuse. Ah, ça, c'était leur vie réelle, etc. C'était une découverte, une expérience vraiment très positive, très, très sympathique, très riche pour nous. Voilà comment ça s'est fait. Non, mais il était là avec vous. Oui, non. Il était avec nous, mais oui. On a vécu avec Sartre les 3 jours dans les corons. Oui. Mais Méry était plus proche que nous deux. Il s'occupait de tout. Il avait ses petites fiches. Tout ça, c'est lui qui réglait les problèmes. Il réglait les problèmes. Oui, mais Méry, justement, me semble-t-il, il avait fait un choix à l'issue de sa participation à l'atelier populaire des Beaux-Arts, parce qu'il avait monté un atelier de sérigraphie avec Éric Sédou, de la rentrée 68 jusqu'en 72, où pendant 3 ans, il a effectivement, avec Sédou, réalisé des affiches dans l'esprit du travail que vous aviez fait à l'atelier populaire. C'est-à-dire qu'il s'est mis vraiment à la disposition de tout un tas d'organisations qui venaient lui demander des affiches. Alors, quant à la question que tu as posée tout à l'heure sur l'idée que ça suivrait les recherches ou les trouvailles du groupe de recherche d'art visuel, le fait de faire ces affiches, moi je ne vois pas ça trop comme ça. Enfin, je n'ai pas abordé comme ça. La première idée, c'était avant toute chose comme disait le Filiou, de réaliser des œuvres qui nous font comprendre que la vie est plus intéressante que l'art. Ça, c'était une phrase qui courait, qui était très, très intéressante. Et le fait de se retrouver ensemble dans cet événement considérable qui bouleversait. Ce n'était pas un petit groupe d'étudiants quelque part, ce n'était pas une petite occupation d'école. La France entière était occupée. C'est tout à fait... Alors quand les gens disent « mais aujourd'hui, ça n'a rien à voir ». Et se retrouver dans, quelle que soit l'activité, à créer quelque chose, à faire quelque chose ensemble, avec tous les copains de la jeune peinture et tous ceux qu'on ne connaissait pas qui arrivaient. Moi, je dis souvent, mais je pense qu'au moins 200 ou 300 artistes sont passés dans cet atelier populaire. Et environ, je sais pas, 7, 8, 10 000 personnes sont passées jour et nuit pour aider, pour couper du papier, pour imprimer, pour sécher, etc. C'était ça qui était intéressant, plus que créer une nouvelle façon de voir. C'était plutôt... puis c'est l'événement lui-même qui a inventé ces affiches. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai raconté ça, mais on voulait faire une lithographie à vendre pour donner des sous au comité d'action, etc. Et que tout de suite, les étudiants me les ont pris et collés sur les murs. Je suis remonté, il ne s'agit pas de faire, comme d'habitude, des cadeaux, etc. Il s'agit de faire des affiches. Oh, voilà.
Alors, maintenant, l'idée d'œuvre d'art ne nous venait même pas à la tête, pas du tout. C'était d'être ensemble, utile, participant à un événement extraordinaire qui nous faisait connaître notre pays, notre peuple. Mais si c'était si important d'être ensemble, et on comprend que dans les années qui suivent, cette question-là, elle est primordiale à travers enfin, on va voir d'autres exemples, mais à travers toutes ces expériences que vous avez connues ensemble, et vous évoquez l'intérêt que vous portez sur les mœurs, la vie quotidienne de ces mineurs. Alors, si le sens, c'était d'être ensemble et de faire des choses collectivement, des choses ensemble, quel sens ça pouvait avoir finalement de continuer à faire des œuvres tout seul dans son atelier? Est-ce que vous avez continué parallèlement à cette activité collective, à travailler seul dans votre atelier, à faire des expositions? Enfin, quand on voit vos biographies, on se rend compte que entre 69 jusqu'à la fin des années 70, Gérard, vous continuez à faire des expositions en France, à l'étranger, Rouliot aussi. Alors déjà, on peut se demander à quel moment vous avez trouvé le temps d'aller à l'étranger tout en étant sur le front ici, et à quel moment vous avez fait ces œuvres. Et quel sens ça avait? Enfin, là, il y a plusieurs questions en fait dans la question, mais... Pour moi, la réalisation d'affiches, c'était ponctuel, c'est un grand événement, une sollicitation. Je me rappelle que j'étais à la Sorbonne avec Sobrino, un ami du groupe de recherche. On s'ennuyait parce qu'il y avait des discussions interminables. Et ils sont venus d'eux, de l'atelier, de la jeune peinture, qui ont pris le micro, ils ont dit, on a formé un atelier à l'école de Beaux-Arts. Ceux qui ont intérêt, qui ont la capacité, qui ont la volonté de venir collaborer d'une façon ou d'une autre, ils peuvent venir. Alors nous, on a écouté ça et on a dit, on s'ennuie ici, on est parti tout de suite à l'école de Beaux-Arts, on s'est mis à travailler tout de suite. C'était l'idée de travailler en commun, on l'avait depuis longtemps. Oui, vous. Nous, en Argentine, on avait fait des choses dans les années 50. Même on avait occupé des écoles, on avait cherché les directeurs des écoles, on avait fait des ateliers à l'intérieur des écoles, on a fait des transformations pour l'enseignement artistique, beaucoup de choses. On était habitués pendant des années, on avait fait ça. Et on est venu à Paris avec la même idée. C'est comme ça qu'on a créé le groupe de recherche, avec l'idée de travailler en commun, mais en aller à l'essence, où se trouvait la contradiction la plus grande. Et la contradiction la plus grande, c'était à nous-mêmes. On était formés pour être des artistes et en même temps pour être individualistes, en même temps pas aimer ce qu'ils faisaient les autres, l'esprit de compétition, etc., qui existait et qu'il fallait travailler, se faire un style, se faire un nom, être ami de la femme du directeur de Beaux-Arts pour peut-être avoir quelque chose ou inviter un critique d'art à un dîner, peut-être il allait faire un petit note sur nous, etc. Alors on a essayé de transformer ça en faisant des investigations, en cessant de voir. Et bien sûr, la continuation, après 68, c'est ma participation là-bas à l'atelier. C'était en faisant des affiches et ensuite en regardant la sélection. La sélection, c'était collective, mais la réalisation, c'était individuelle. Chacun dans son coin, il faisait un petit croquis, qui ensuite on l'agrandissait un peu, et qui était accroché dans le mur, et qui a pris dans la nuit à n'importe quelle heure, 1h, 2h du matin, les gens qui étaient là, dirigés par les petits commissaires du peuple qui dirigeaient l'atelier populaire, on faisait une assemblée et on votait. Mais tout ça, c'était collectif, mais pas approfondi à 100%. L'esprit, c'était fantastique. Mais je me rappelle une fois dans une sélection, par exemple. Alors on mettait à votation cette affiche, et il a les slogans, est-ce que ça colle pas, il n'y avait pas beaucoup de discussions, les gens ils votaient oui, non, oui, non. Voilà, c'est bon, on va l'imprimer, les autres, ils sont refusés. Et une fois, il y a quelqu'un qui arrive, il dit, vous avez refusé cette affiche-là? Oui, il n'était pas accepté par l'Assemblée. Alors, si vous permettez, je vais donner mon opinion, je n'ai pas parlé avant parce que j'étais un peu distrait, j'étais à côté. Il commence à parler.
La personne, elle me regardait bien, cette affiche que vous avez refusée, regardez comment il est traité, les formes, les slogans. Et en 10 minutes, il a tourné l'Assemblée. Alors, si c'est comme ça, on va l'incorporer. Tu vois, c'est-à-dire qu'il c'était pas une chose qui allait... Il allait jusqu'à un certain limite, mais pas trop loin. Tu vois. Il avait l'urgence. Il fallait que les choix d'affiches soient faits pour être imprimés et donner les matins, à 6 heures du matin, des gens qui partaient pour les lieux où ils allaient être collés, les usines, les écoles, etc. Alors moi, je suis reconnaissant des mairies et d'autres comme Redelé, Attali, qui ont continué à faire d'affiches beaucoup d'années, toujours en rapport avec des causes et dans l'esprit des Beaux-Arts. Mais les rapports qu'il pouvait avoir entre cet esprit d'atelier populaire, tu vois, des Beaux-Arts, et la réalité qui est venue après, ça passait par différents niveaux. Tu vois. Dans mon cas, par exemple, j'ai continué avec des images, avec les jeux enquête, que j'ai fait 3, pour mettre en question le fonctionnement à ma manière très, très limitée. Et après, il y a différents degrés de participation, c'est-à-dire analyser, dénoncer les milieux artistiques qui étaient en correspondance avec une société confirmée et dominée par un système conservateur. Il y avait après des choses ponctuelles, comme des choses qu'on a fait pour dénoncer la torture en Amérique latine, en petits groupes. Il y a eu des banderoles qu'on a fait pour le 1er mai, ensemble, avec lui et d'autres. Alors là, c'était plus collectif parce qu'il fallait discuter les images qui allaient sur une seule surface. Et là, ensuite, les réaliser et ensuite les porter dans les défilés du 1er mai en dénonçant des choses, etc. Tu vois, il y a après aussi une participation à la contestation du système pour l'exposition Pompidou, par exemple. C'est les FAP qui ont été obligés de s'organiser et arriver à faire un grand collectif des artistes qui venaient, qui étaient intéressés, qu'on pouvait discuter ensemble et proposer, analyser les choses et voir, et qui donnaient résultats pas visuel, c'était pas, par exemple, le FAP. Ce qui pouvait être visuel, c'était quand les Malasis ont sorti les tableaux du Grand Palais, le jour du vernissage, qu'ils l'ont mis dehors. Mais ce tableau, il était fait avec une autre finalité. C'était la finalité de combattre le système de l'intérieur de l'exposition. La partie à nous, c'était de dénoncer comment cette exposition était organisée, quelles étaient les choses artificielles, les choses injustes, etc. Et les résultats, c'était un scandale le jour du vernissage. Il n'y avait pas c'était pas des affiches que nous faisions, mais c'était quand même une intervention en prolongation de mai 68 et de ce qui venait d'avant. Mais est-ce que vous continuez à travailler dans votre atelier, à faire des œuvres que vous présentiez dans d'autres contextes que ces contextes-là? Comment s'organiser votre temps à ce moment-là? Parce que pendant les mois de mai et juin, on imagine bien que vous êtes totalement dédié à l'atelier populaire, mais après, qu'est-ce qui se passe? Il avait une alternative, tu vois, c'est... Je pose la question à toi. Non, je dis, tu vois, c'est... À un certain moment, ou bien tu reviens à ton atelier et tu continues à réfléchir à ce que tu fais, tout seul ou avec d'autres. Autrement, tu deviens activiste ou militant professionnel. Tu vois qu'on passe tout le temps à essayer de... Ça a été le choix de mairie, par exemple. Hein? Ça a été le choix de mairie, Jolivet. Comment? Ça a été le choix de mairie Jolivet. Oui, pendant quelques années, il a continué. Et pour son travail de la web des mineurs, on a collaboré avec lui. Certaines images, comme celle qui est là-bas à la Maison des Beaux-Arts avec les fléchettes, c'est lui qui les a imprimées, tu vois, par exemple. Il y avait un rapport de différents degrés, ce n'était pas toujours d'une seule façon. Pour illustrer la contradiction, la problématique, le drame pour un artiste entre
le travail individuel, le travail collectif, rentrer à l'atelier, exposer ou continuer une sorte de militantisme. Il y a la plus belle histoire qui raconte ça dans le réel, c'est celle qu'a créée Rulio. Rulio, à cette époque-là, s'il m'autorise à raconter cette histoire qui est publique de toute façon, Jacques Lassaigne, alors directeur du musée d'art moderne de la ville de Paris, lui propose, ce qui était normal, Grand Prix de la Biennale de Venise, etc., hein, une exposition personnelle, rétrospective, au MAM Ville de Paris. Au lieu de dire « Ah oui, formidable, oh, quel honneur, ma carrière, etc. », il me convoque, ainsi que Méry Jolivet, nous étions à l'époque président et vice-président, quelque chose comme ça, de la jeune peinture, du salon de la jeune peinture. Il convoque des officiels, nous étions des officiels. Et puis 2 ou 3 critiques d'art, et puis sa galeriste, Denise René, ses 2 ou 3 de ses enfants, dont le plus petit, Jamil, qui doit avoir, je ne sais pas, 40 ans maintenant, 50 ans. Il avait 6 ans. Et bon, alors il nous convoque, on arrive tous là, au musée d'art moderne. Dans l'après-midi, tout le monde était là, le directeur, Jacques Lassaigne, sa galeriste, nous tous, etc., les responsables. Et pourquoi est-on là? Rulio prend la parole et nous dit, bah écoutez, la contradiction est telle dans la question que tu poses que je ne sais pas quoi faire. Est-ce que j'accepte ou est-ce que je refuse cette rétrospective? Je veux que vous en soyez les témoins, et les témoins de ce que j'ai décidé de faire. Et alors il s'est mis à lire publiquement, 24 ou 34, je ne me rappelle plus, raisons pour faire cette exposition. Faire plaisir à ma galeriste, augmenter ma cote, vendre mieux mes tableaux, avoir plus de public, réjouir mes enfants à Noël, etc., etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Et puis les 24 ou 34 raisons pour ne pas la faire. La misère des peuples d'Amérique du Sud, l'exploitation du monde ouvrier, etc., etc., etc. Ah, il y avait en même temps la mobilisation pour le boycott de l'exposition Pompidou en 72. C'était parallèle, en parallèle. C'était parallèle, d'accord. Et tout à coup, je termine rapidement. Puisque je ne peux pas choisir entre les raisons pour et les raisons contre, voilà, la contradiction tellement est énorme qu'il dit à Jamil, 6 ans, tu prends cette pièce de monnaie, pile, je fais l'exposition, face, je ne la fais pas. Et le petit Jamil, paf, à la peste. Face, l'exposition ne se fait pas. Entre-temps, sa galeriste Denise René est sortie, elle ne voulait pas assister à ça. Monsieur Lassaigne, le directeur, Jacques Lassaigne, très sympathique par ailleurs, a dit oh, je ne peux pas assister à ça, mon rôle m'interdit, il était sorti de la pièce, etc. Et en tout cas, résultat, il n'a pas fait l'exposition. Et nous étions tous, et c'est encore une fois très admiratif de ce courage, parce qu'il faut le dire, il a d'une certaine manière, d'une façon carriériste, il l'a payé très cher pendant 10, 20, 30 ou 40 ans. C'est des choses qui ne se font pas dans les salons. Et voilà un exemple très fort d'un artiste présent sur comment résoudre. Alors, on ne pouvait pas le résoudre, on tire au sort. On peut en juger comme on veut, mais voilà une action qui a eu lieu. Voilà. Est-ce que vous l'avez résolu à un moment donné en abandonnant un peu cette pratique collective? Est-ce qu'il y a un essoufflement à un moment donné? Parce que, c'est-à-dire, il y a un essoufflement. On ne peut pas faire un atelier populaire toute sa vie. Et surtout tout seul. Et surtout tout seul. Non, mais vous avez participé à de très très nombreuses expériences collectives. Oui. Est-ce qu'au bout d'un certain temps, il y a quand même un espèce d'essoufflement? Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui apparaît parfois dans les entretiens, parmi les personnes qui étaient très impliquées. C'est qu'à un moment, ça s'essouffle. Oui, mais je vais dire, c'est pas tellement nous qui nous essoufflons. Moi, maintenant, oui, mais ça, c'est pour d'autres raisons. C'est la société, c'est mai 68 qui s'essoufflait. C'est les espoirs, c'est la folie de révolte qui s'essoufflait. C'est la victoire considérable des gaullistes
aux élections de, je sais plus, juin, ou, hein, qui fait que les espoirs, les générosités, les enthousiasmes s'essoufflaient, comme tu dis. Nous, personnellement, moi j'aurais bien continué un peu, mais ce ne sont pas les artistes qui commencent une révolution ou qui mènent une révolte, ce ne sont pas les artistes. Les artistes, de mon point de vue, ont cette chance et ce rôle, je trouve, de créer des choses, entre guillemets, nouvelles, neuves, qui rafraîchissent le langage éternel, des choses à dire, et qui, par là même, prouvent, par cette œuvre, comme il a fait, comme on essaye tous de le faire, que les choses peuvent changer. Les affiches, c'est autre chose. C'est un acte d'agite-propre, de propagande, si on peut dire ça comme ça aussi. Ça n'est pas une... alors, je vais conclure avec une phrase de notre bien-aimé Picasso, qui disait on ne peut créer que dans la solitude. Je me suis créé une solitude que personne ne peut soupçonner. Voilà. C'est la réponse entre le travail de création et le travail collectif. Ça répond très bien. L'autre chose que j'aurais aimé aborder avec vous, c'est la question du jeu. C'est-à-dire que Pardon. Il y avait un élément essentiel dans les œuvres que vous avez réalisées au sein du Grave, enfin le groupe, à vous, Rolio. Oui, il y a les images, ouais. Ça c'est vous, c'est votre partie. C'était la notion du jeu, c'est-à-dire que la participation du spectateur était essentielle, et il y a quelque chose qui a même à mon sens, hein, complètement disparu, mais ça on le verra peut-être avec Philippe tout à l'heure, on voit qu'il y a quand même des réminiscences avec Philippe Vermès pour son jeu Terrain d'aventure, mais au sein de, que ce soit la salle rouge pour le Vietnam, qu'il s'agisse de la salle de la mine, de l'exposition sur l'Amérique latine not officielle, la question de la participation du spectateur a complètement disparu, et la question du jeu a complètement disparu. Alors ça vous a mené peut-être à réinjecter ça à travers ces œuvres-là que vous avez faites entre 69 et 71, et dont il y a un exemple dans l'exposition Images en lutte, dont j'ai pas d'image ici malheureusement, mais il y a... Ouais, voilà. Là on voit... je sais pas si ça... Entre les deux, sur l'image de gauche, entre les deux propositions, au centre, il y a cette cible qui est dans l'exposition de Images en lutte. Comment vous en êtes arrivé à proposer ces jeux enquête? Est-ce que c'est pas justement parce que quand, à l'issue de l'atelier populaire et quand vous avez participé après à des travaux collectifs, la dimension du jeu, elle avait disparu, elle vous semblait essentielle toujours? Oui, c'était bon, disons, c'était une façon de s'approcher du spectateur par son intervention on expérimentait de différentes façons, en commençant par une relation optique au début, et chaque fois plus, soit par des placements de spectateurs, par les mouvements des spectateurs, pour envelopper les spectateurs par des expériences, et chaque fois une participation plus corporelle. Des fois, on avait des thèmes qui étaient des accidents pour marcher, des accidents pour traverser des labyrinthes, etc. Et par la suite, j'ai associé cette préoccupation qui était à l'intérieur du groupe, que j'ai développée davantage, en associant avec des éléments qui pouvaient être une espèce de dénonciation de la situation sociale, mais en incorporant une participation physique à travers les jeux, et ça n'allait pas tout seul, il y avait une enquête, c'est-à-dire que je ne me mettais pas à décider, je mettais certains éléments,
Et les gens pouvaient choisir et donner ses opinions dans quel ordre ces éléments qui composaient les éléments de la société pouvaient être, dans ce cas-là, comme il s'appelle ce jeu, tomber, les faire tomber. Alors ils pouvaient les faire tomber et ensuite, avec la petite enquête, faire une petite réflexion. C'est dans ce sens-là où j'essayais d'unir ces deux choses. C'était les images de dénonciation ou d'accompagnement des luttes qu'il y avait dans l'atelier populaire, plus la préoccupation pour que les gens aient une participation directe, qu'ils soient eux-mêmes qui décident d'une situation ou qui font un choix dans une question, en répondant aux questions des enquêtes. Et Gérard, est-ce que vous étiez sensible à ces propositions-là à ce moment-là? Oui, bien sûr, c'était amusant, c'était mettre la foire dans le monde de l'art. Enfin, et je voudrais rapporter une petite anecdote, toujours à propos de Rolio. Un jour, je en tout cas, lui ai demandé, mais alors ton œuvre d'avant, que tu vas continuer, les cercles, les couleurs, les mathématiques géométriques, les circulations de couleurs, tout ça. Son travail individuel, donc. Et il avait eu cette réponse formidable pour évacuer une réponse trop complexe. Il avait dit, je considère mon œuvre comme un héritage. J'ai hérité de mon œuvre d'avant. Bon, c'est un héritage, je ne vais pas le dilapider. Je vais en vivre, je vais m'en servir. Mais au fond, quelque part, ça n'est plus moi aujourd'hui. Ça n'est plus moi aujourd'hui. C'est un autre dont j'hérite. C'était... J'ai dit tout ça? Oui, tu as dit tout ça. Qu'est-ce que j'étais savant, hein? Mais oui. Mais tu parlais très bien, tu parlais bien. À l'époque? À l'époque, oui. Pas maintenant? Moins. Mais à l'époque, il avait quand même réussi à vous embarquer dans sa foire, puisqu'il vous a demandé de participer à un projet avec Méry, qu'il a présenté donc à Düsseldorf en 1972. Alors je ne sais pas de quelle date, de quel moment date ce projet, mais vous aviez, alors c'est ce qu'on voit là. Oui, je vois. Qu'est-ce que vous leur avez demandé à Méry et à Gérard? Là, j'avais une exposition personnelle à la Kunsthalle de Düsseldorf. Et j'ai voulu incorporer des choses en plus que mes œuvres personnelles. Et j'ai pensé qu'en discutant avec Méry et Gérard Fromanger, ici présent, on pouvait trouver quelque chose où les gens qui visitaient l'exposition pouvaient avoir une participation. Alors j'ai fabriqué des cartes postales, des cartons de la dimension des cartes postales. Et ensuite, les gens qui visitaient l'exposition avaient des matériaux que je mettais à sa disposition. On avait fait une liste. Vous pouvez envoyer une carte postale à Claudio Clé, vous pouvez envoyer une carte postale à votre professeur, à votre patron, à votre femme, à votre petits-enfants, à votre maîtresse, etc., etc. Toute une liste. Alors, les gens ils répondaient, dès qu'ils ont senti qu'il y avait une possibilité de faire des choses, ils sont mis à faire. Et après, on les photographiait. On faisait un diapo et on les projetait dans les murs de la salle de jeu. J'avais une salle de jeu. Là, c'était un balcon qui était en haut. Il y avait ces projections, c'est-à-dire que chacun il pouvait voir de temps en temps son petit dessin projeté. Et l'addition de tous ces petits dessins, c'était comme une expression des visiteurs de l'exposition. C'était une façon de les incorporer à... C'est une œuvre collective. C'était une œuvre collective? C'est pas collectif dans le sens que chacun il faisait son petit dessin individuel comme dans... Oui, mais l'accumulation faisait... Oui, ensuite l'accumulation que tu vois comme ça, dans ces photos qui sont à gauche ou à droite, c'est une accumulation de cartes postales. De là qu'il soit une œuvre collective, c'est différent. D'accord. Et Gérard, vous vous souvenez de cette expérience-là? Un peu, maintenant qu'il raconte un petit peu. Quelle est votre mémoire? Mais ma mémoire, c'est que je me rappelle un peu mon sentiment à l'époque.
il faisait ça pour nous faire plaisir. Il faisait ça parce qu'il avait une grande exposition à Düsseldorf. Et il avait dit, je vais inviter mes copains, je ne veux pas qu'ils me séparent d'eux, je vais leur donner un peu de possibilité de se montrer aussi avec moi, etc. Je pense que c'était surtout une chaleur, une amitié, une générosité de sa part. C'est lui qui avait eu l'idée. Voilà. C'est souvent comme ça. Même Martial, il avait fait un petit groupe. Je ne sais plus si c'est lui, ça s'appelait la République du Pire ou quelque chose comme ça. Alors, bah oui, mais c'était 4, 5, 6, mais c'est lui, c'était lui qui faisait les choses. C'est pas... Alors, les autres étaient autour, ils aidaient, mais on ne peut pas dire tellement, enfin, si je peux me permettre, que c'était des travaux collectifs. Le monde de l'art est injuste. Le monde de l'art est injuste. Il est terriblement injuste. Il n'est pas égalitaire. Bah oui, pas que le monde de l'art. C'est comme ça. J'ajoute un petit mot. Et pourquoi j'avais invité à cette occasion, et on a fait d'autres choses ensemble avec Mary et toi. Parce que moi j'avais comme une dette vis-à-vis de Mary Jolivet et de lui-même. Parce que quand j'étais expulsé à 68, avant que la police m'amène à la frontière, etc., moi, je ne les connaissais pas, ni Mary ni lui, mais peut-être je l'ai dû croiser dans la télé populaire, mais je ne les avais pas retenus. Ils sont venus me voir directement chez moi. À l'époque, il n'y avait pas tellement de communication pas comme maintenant. Ils sont frappés à la porte, ils sont présentés tous les deux. Ils m'ont dit, tu es expulsé et on fait ce que tu veux pour t'aider. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si tu veux, on va s'enchaîner devant les congrès, on va s'enchaîner devant les lycées, on peut faire ce que tu veux pour chercher d'empêcher que tu sois expulsé. Alors, c'est des jeunes artistes, ils avaient plus de 10 ans de moins que moi, non? Ou 3? Plus de 10 ou plus que 3? 98 ans, comment tu as? Oui, oui. 88? Alors, pour moi, c'était... 10 ans. J'étais très ému, très reconnaissant. Et en même temps, j'ai découvert que chacun d'eux, il avait des capacités de différentes sortes. Et c'est une amitié qui est une sympathie, comment on peut dire ça, une affection très forte qui m'a lié jusqu'à la mort de Mary et qui continue de me lier avec lui. Même avec tous tes défauts, je continue à t'aimer. Hein. Je suis content d'une telle discrétion, d'une telle timidité en amour. C'est publiquement que tu fais cette déclaration. Merci. Pour finir, je voudrais vous poser une question, Gérard. On a vu on n'a pas vu autant de choses que je pensais qu'on pourrait voir, mais on a quand même vu différents aspects de travail collectif durant cette période-là. Il y a quelque chose qui m'intrigue et qui est sans doute, qui est évidemment un aspect encore différent. C'est le collectif que vous avez créé, donc le collectif international pour les nouveaux espaces de liberté, Guattari, en 70. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Ça, c'est une longue histoire. D'abord, Félix Guattari était un génie d'une jeunesse éternelle, d'inventivité, de nouvelles idées, de nouvelles pratiques, de nouvelles personnes, de nouveaux gens, etc. Et il arrivait à se battre et à réunir autour de lui des choses qui aujourd'hui tombent sous le sens. La création du phare, le front révolutionnaire des homosexuels, les femmes lesbiennes, les fous, tous les marginaux, toutes les catégories désespérées, etc., tournaient autour de Félix. Il les regonflait, il leur redonnait de l'espoir. Et nous avions fondé ce CINEL, donc, pour créer de nouveaux espaces de liberté, pour aider, soutenir, se battre, continuer à être là, présent dans la bataille, disons, esthético-politique. Et ça a été jusqu'à des événements considérables, en tout cas pour nous. Quelle forme? Par exemple, un jour, les étudiants italiens nous ont demandé de faire quelque chose pour eux parce que le Parti communiste au pouvoir en Émilie-Romagne, à Bologne,
avait fait fonctionner les chars contre des manifs étudiantes. Il y avait eu un certain nombre d'emprisonnés. Ils ont dit, faites quelque chose, les intellectuels français, les artistes parisiens, faites quelque chose pour nous, nous on ne peut plus rien faire. Nous avions fait un petit manifeste qui a réuni 60 000 personnes pour 3 jours et 3 nuits dans Bologne, venues de toute l'Europe, qui ont beaucoup soutenu, les étudiants ont été libérés, je pense que ça a servi à quelque chose. Et ensuite, ce sont les Allemands, les jeunes Allemands qui sont venus nous trouver au Cinel, avec Félix. Et faites pour nous ce que vous avez fait à Bologne. J'ai dit, mais nous, oui, c'est-à-dire, nos femmes, nos compagnes, nos sœurs sont traitées comme des putes par la police. Alors, il faut savoir que Berlin, à l'époque, le dernier étage de Berlin était occupé par 5000 communautés. Chez nous, ça n'existait pas. Il y en avait 3-4 en province avec 3 chèvres. Et ça n'existait pas l'idée de très nombreuses collectifs de ce genre. Alors, Félix me dit, écoute, je dois aller au Brésil. Il faut que je rencontre un copain, un syndicaliste. Je lui ai promis que j'irai. J'ai dit, bon, il s'appelle Lula. Oui, ben oui, c'était un jeune syndicaliste. Il est formidable, c'est un espèce de Cohn-Bendit brésilien. Je ne peux pas m'occuper des Allemands, fais-le toi-même. Oh, écoute, j'ai un petit artisan de la Bastille, je ne peux pas m'occuper. En plus, les Allemands, j'ai peur et tout, je ne parle pas la langue. Et tout est si bien qu'avec un copain, Gilles Herviot, on s'en est occupé. Et on s'est retrouvés là aussi avec des manifestations monstres dans Berlin. On avait réussi à... parce qu'on voulait 100 000 personnes chez Daniel Cohn-Bendit à Francfort. Mais finalement, on n'a réuni que 30 000 à Berlin. Mais c'était déjà formidable, avec aussi toutes les catégories dont j'ai parlé au début, de bataille en Europe. Et au fond, toutes les marginalités européennes s'étaient donné rendez-vous du coup à Berlin. On avait réussi à ça. Mais ça a été un grand moment pour moi parce que quand ça a commencé, on avait réussi à obtenir la TU, l'université technique, où il y avait quand même un comment on appelle ça, comme ici, un amphithéâtre, un truc de 4-5 000 personnes, mais il y avait 30 000 personnes. Donc il fallait mettre des écrans dehors, tout ça. Et au moment où le colloque, le débat de 3 jours, 3 nuits, qu'on avait appelé tout nix, ne rien faire, surtout ne rien faire, avait commencé par un groupe de musiciens venus de Francfort, des étudiants musiciens. J'en pleurerais encore aujourd'hui. Ils étaient 18, ils avaient entre 17 et 22 ans. Il y avait tous les instruments à vent possibles, clarinette, sax, machin, ça, trompette, et ils jouaient. Mais ils inventaient genre Kurzweil, genre l'opéra de Katsu. Terrible. Oh, silence terrible des 30 000 jeunes fous de toute l'Europe devant cette musique tragique, dramatique, magnifique. Ils se sont arrêtés et puis le garçon qui menait toute l'équipe allemande et on avait trouvé avec Gilles, qui s'occupait des choses là à Berlin, il s'appelait Harald. Elle a pris le micro et il a dit merci à Félix Guattari qui n'est pas là. Mais il y avait Deleuze, Foucault, Glucksmann, machin, tout le monde était là pour soutenir la vérité qu'ils avaient demandé l'université technique au président. C'était sur leur signature que l'université avait été prêtée. Il dit, et nous remercions surtout Gérard le Malheur. Alors Malheur, je ne savais pas que ça voulait dire peintre, c'était terrible. Gérard le Malheur. Bon, de tout ce qu'il a fait pour nous. Et hop, ils ont commencé à discuter en allemand. Et ça, je n'existais plus. C'était fini. C'est fini. Je dis, mais je vous jure, hein, j'ai éclaté en sanglots. Je dis, mais qu'est-ce que je fous là? Puis tu retournes vite à ton atelier. Au moins, ce que tu vas faire dedans, personne d'autre peut le faire que toi. Tu as au moins cette illusion-là. Là, tu n'es plus rien, tu ne sers plus à rien. Tu as servi, c'est très bien. La politique, pas pour moi.
la politique, disons, professionnelle. Et alors, le dernier détail, c'est que cette équipe autour du jeune Harald, c'est une équipe de foot. Alors, le dernier livre de Cohn-Bendit, c'est sur le foot. Mais déjà, parce que, comme au Chili, où sous Pinochet, ils ne pouvaient pas se réunir, les gens. Alors, ils créaient des trucs sportifs. Ben là aussi, ils créaient des équipes de foot pour pouvoir se réunir. Plus personne ne pouvait se réunir. Dès qu'ils étaient trois dans la rue, pof, ils étaient arrêtés à cause de la bande Abadère, à cause du terrorisme, etc. Enfin voilà, le Cinel. C'était passionnant, c'est formidable. Mais tac, alors là, ça a été fini. C'était fini. Je vous remercie tous les deux et j'espère que on aura donné le sentiment que pendant au moins, pendant toute votre vie d'artiste, mais notamment pendant cette période-là, vos activités prenaient des formes très variées et que ça a fait de vous des artistes différents.